Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Claude Fabier ce matin au micro pour vous présenter le process de signature électronique en lien avec la plateforme TED. Donc cette présentation revêt un caractère particulier pour nous puisqu'elle elle est j'allais dire, au démarrage de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur cette plateforme TED dans les mois et les semaines à venir. Donc pour nous, c'était un point essentiel. Donc j'y reviendrai tout au long de la présentation. Donc il s'agit de la première mouture de cette signature qui va évoluer et on a beaucoup de choses dans les tuyaux. Alors, vous n'allez pas pouvoir interagir avec moi via la parole, mais vous pourrez utiliser la zone de chat pour me solliciter et éventuellement j'essaierai de répondre à vos questions. Sachez que si je n'y arrive pas, nous nous engageons à vous répondre bien évidemment dans les jours et les semaines à venir. Voilà. Alors, on a déjà eu un test de son qui a été, ma foi, malheureux au début. Donc, a priori, vous m'entendez mieux et c'est très bien. Nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Alors, nous allons commencer immédiatement par un petit récapitulatif donc, sur les aspects juridiques. Vous allez voir, c'est très court, mais ça donne un petit peu le tempo et ça donne surtout une idée de ce que c'est que signer un document. Alors, la signature électronique, donc, quels sont les avantages? Alors, les avantages, évidemment, c'est la rapidité, l'efficience et l'économie, la sécurité. Bon, euh, c'est tout à fait évident que faire signer un document par voie électronique, c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser un agenda avec des plannings, etc. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. L'efficience, c'est aller plus vite, forcément, et c'est laisser du temps pour faire d'autres opérations bien plus pertinentes et à valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de tout à fait audible. L'économie, l'économie, il va sans dire qu'envoyer un courrier en recommandé ou traiter l'impression de documents que l'on joint dans une enveloppe, qui plus est, on va mettre une grande enveloppe parce que le poids est important des documents à transmettre. Bon, voilà, pas d'enjeu là-dessus. Et la sécurité, vous avez peut-être remarqué on est dans une phase de digitalisation des échanges. Donc la signature numérique fait partie de cette digitalisation des échanges et surtout de la sécurité associée à ces échanges. Donc c'est vrai qu'on progresse sur ces sujets-là et donc la sécurité reste un point essentiel dans les échanges avec des tiers. Le cadre légal, que dit la loi française? Alors la loi française, elle a 21 ans. Elle a été promulguée en 2000. D'accord, hein, et effectivement, pour que cette signature électronique soit reconnue juridiquement, il faut qu'elle soit liée au signataire de manière claire et unique. Donc, il faut savoir qui c'est qui a signé. Il faut que le signataire soit facilement identifiable, que seul le signataire puisse l'activer, évidemment, et que le document signé ne puisse être modifié. Donc voilà ce que précisait la loi de 2000. Depuis en 2014, on a un règlement européen qui s'appelle EIDAS, qui a permis effectivement d'étendre un petit peu cette réglementation à l'ensemble des membres de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est d'avoir un système unique qui permette de garantir une mécanique de reconnaissance mutuelle des moyens d'identification électronique des États membres. Donc évidemment, l'acteur que nous avons choisi pour valider et pour ficeler la signature, c'est le groupe La Poste, donc c'est par sa filiale DocaPost, donc, et qui est bien évidemment satisfait à toutes les réglementations en lien avec l'EIDAS, ce règlement européen. La signature, quand l'utiliser et pour qui, en fait. Donc aujourd'hui, on a identifié deux périmètres, ma foi, qui sont clairement identifiés. Donc c'est les RH déjà, tout ce qui tourne au RH. Donc les procédures d'embauche, de signature de contrat, d'avenant, etc., les entretiens annuels, les objectifs, les soldes de tout compte, tous ces éléments en lien au RH peuvent être positionnés sur la signature avec notre module. Ensuite, pour tout le business, bah oui, il s'agit aussi, quand on fait du business, on a besoin de signer, de collecter l'accord des tiers. Alors des tiers clients, des tiers fournisseurs, des tiers partenaires. Ben voilà, on va pouvoir faire signer des devis, des bons de commande, pourquoi pas, des contrats de partenariat, des bons de livraison, des mandats CEPA, tous ces objets que l'on va pouvoir digitaliser et transférer à des tiers pour qu'ils soient signés. La signature, évidemment, vue par les éditions Compagnons, vous connaissez un petit peu notre devise. Donc, pour le coup, c'est une plateforme en mode SaaS. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà. On va pouvoir la personnaliser à vos couleurs. Elle est paramétrable en une journée. Donc, habituellement, c'est ce qu'on constate, mais ça va très, très vite. Elle est compatible tout environnement, elle est interopérable, alors ça c'est des termes avec les API, des passerelles, tous ces objets, toutes ces mécaniques qui permettent de faire communiquer des applications entre elles pour
satisfaire à des contraintes de rapidité et d'efficience. La plateforme, elle est déjà RGPD, donc la question ne se pose pas. On va gérer des droits et on le verra tout à l'heure au niveau d'un workflow, typiquement au niveau de la signature. Cette plateforme est 100% française, elle est portée, elle a été développée à Toulouse. Elle est portée par des partenaires 100% français et en l'occurrence tous les services de La Poste et de sa filiale DocaPost. La traçabilité, on va garder évidemment, c'est l'idée aussi de tracer tout ça. Il n'y a pas de un nombre de pages illimité. Lorsqu'on met en œuvre un workflow, il n'y a pas un flux qui est facturé. Donc tous ces éléments-là, effectivement, viennent aussi proposer une signature qui est hyper simple et hyper. Il n'y a pas d'embrouille, si je peux dire. Il n'y a pas de coût caché. La signature est adaptée, donc on l'a dit, on l'a redit, pour les contrats de travail, pour les mandats CEPA, les contrats commerciaux, etc. etc. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec la présentation de cette plateforme. Alors cette plateforme, certains d'entre vous la connaissent déjà. Donc il s'agit de la plateforme qui s'appelle TED, Traitement et Envoi des documents digitaux, qui prend en charge actuellement 2 types de documents, la facture et les bulletins de salaire. Donc nous allons nous y connecter. D'accord, je montre patte blanche évidemment, toujours dans le même principe. Donc la plateforme, on est toujours accueilli par un tableau de bord et sur la partie gauche, en complément du bulletin de salaire et des factures, on retrouve ici les signatures, le menu signature. Donc ce menu signature, comme son nom l'indique, qui fonctionne de la même façon que les autres types de documents, donc je prépare, je valide et je suis, d'accord, va être associé en fait à des paramétrages particuliers, bien évidemment. Au premier rang desquels, il va être nécessaire de paramétrer les utilisateurs. Alors les utilisateurs, dans un process de signature, on peut en avoir plusieurs utilisateurs. Alors nous, on a attribué une terminologie à ces utilisateurs. Donc on va parler du préparateur, on va parler du valideur, on va parler du signataire. D'accord. Qui sont ces gens-là? On imagine bien, et c'est vrai que le cadre du RH se prête tout à fait à cette mécanique. Le préparateur, ma foi, c'est celui qui va rédiger le contrat ou l'avenant ou le document. Le valideur, c'est lui qui va le lire et qui va être garant de la validité de ce qui est écrit. C'est pas 1 million d'euros le salaire, donc il faut bien que je le vérifie. Donc ça, c'est le valideur. Et le signataire, ce pourrait être le représentant légal de l'entreprise qui atteste par son caractère justement de représentant légal qui va signer le document. Donc pour chacun de ces éléments, de ces utilisateurs, qu'on voit ici, alors que j'ai appelé volontairement préparateur, valideur, signataire, évidemment, il faudra personnifier ces gens-là dans le cadre de l'exploitation réelle de la plateforme. Mais c'est important pour bien voir le cheminement. Ensuite, au niveau du compte émetteur, que certains d'entre vous connaissent. Donc, le compte émetteur, c'est soit la structure qui va émettre des contrats, ou soit des types de documents, soit des types de contrats. On pourrait faire un compte émetteur pour la signature des contrats, un compte émetteur pour la signature des avenants, puisque le process pourrait être différent, par exemple, suivant le workflow de signature. Donc là, en l'occurrence, je vais positionner ici au niveau de la signature. Je vais retrouver des éléments, évidemment, puisqu'on va communiquer par un email. Donc, il va falloir communiquer au destinataire via un email de ce qu'on va échanger. Donc, on retrouve ici la notion d'adresse email, on retrouve ici la notion d'adresse de contact par défaut. Au niveau des opérateurs, c'est tout à fait pertinent, puisqu'on va organiser par ce rattachement, cette association, d'accord, entre un utilisateur et un compte émetteur, eh bien, le préparateur, lui, au niveau des droits, dans le cadre de la gestion des contrats, il a droit de préparer, de gérer les contractants, de suivre les contrats. D'accord. Donc, il a des missions réduites, bien évidemment, qui correspondent à ses attributions au sein de l'entreprise. Pour le coup, le valideur, quant à lui, va avoir des missions autres, donc qui consistent à valider, gérer les contractants et suivre les contrats, évidemment, puisque sa mission est tout à fait identifiée. Et le signataire, allez, pour le fun, on se le fait, donc il va gérer les contrats, mais surtout signer les contrats. Donc là, c'est positionner le workflow en termes d'organisation et de droit d'accès. Alors moi, en l'occurrence, étant le plus costaud d'entre tous, je vais avoir tous les droits, je vais préparer, valider, et c'est ce qui va se passer dans quelques minutes. Voilà. Alors, ce contrat ou ces contrats, on va utiliser des services de signature. Donc aujourd'hui, on identifie des services de signature différents, d'accord. On a des signatures sans OTP,
Alors pour ceux qui savent ce que ça veut dire quoi OTP, alors ce serait intéressant de se poser la question. Alors vous allez voir mon anglais. OTP, ça veut dire One Time Password. Donc c'est un mot de passe à usage unique. Donc ce mot de passe à usage unique se matérialise par la réception ou l'envoi plutôt d'un SMS qui permet de valider la signature. Donc on peut utiliser trois types de signatures. Signature sans OTP, donc le destinataire, tout comme l'émetteur, n'a pas besoin de signer via un OTP. On peut avoir un OTP, un simple OTP uniquement avec la demande d'un OTP, d'un code SMS que pour le destinataire. Et on pourrait avoir aussi l'émetteur, donc l'entreprise à qui on demanderait le fameux signataire, on lui demanderait de signer par un code OTP en plus du destinataire. Voilà les trois modes qui sont proposés au niveau du type de signature. Dans les menus, on va trouver aussi la notion de signature ici, donc avec un onglet supplémentaire qui s'est rattaché. Et l'idée de ce menu, c'est de pouvoir évidemment déposer le tampon de l'entreprise, la copie du tampon de l'entreprise, qui ne revêt aucun caractère juridique, mais qui est esthétique pour le coup. C'est le tampon qui sera déposé sur le document. On le verra tout à l'heure par le biais de la dépose de ma signature. Ce qui va être intéressant, ce sont ces zones d'emplacement réservées. Donc, vous savez, quand on construit un contrat de travail, suivant que je sois cadre, ouvrier ou je ne sais pas quoi d'autre, peut-être que ce contrat, il a des longueurs différentes. Donc, il s'agit par ce biais de zones réservées de dédier, si je peux dire, des zones sur lesquelles un tampon va être positionné. Donc, on le verra tout à l'heure. Donc, quand j'ai conçu mon contrat de travail, eh bien, dans le pied de mon document de contrat de travail, j'ai écrit signature salarié. J'ai écrit signature employeur qui positionne l'emplacement d'un tampon, d'accord, qui sera traité par la plateforme. Et ainsi, prendre en charge les bulletins, enfin pas les bulletins, les contrats, qui auraient des longueurs variables et ainsi caler le dépôt de la signature de façon cohérente au niveau de telle ou telle position dans la page. Voilà. Donc au niveau du paramétrage, vous voyez, c'est relativement simple. Donc pour ceux qui connaissent la plateforme, ça reste tout à fait simplissime. Allez, je vous propose de nous lancer dans le process et on va aller dans le menu signature. Donc ce menu signature, toujours dans la même logique, je prépare, je valide et je suis. Donc je vais effectivement préparer un contrat. Cette préparation ici, qui est opérée en général par un préparateur, d'accord? Et c'est ce que je vais faire immédiatement. Voilà l'écran de préparation. Je vais chercher mon document, donc parcourir les dossiers, ça on connaît ça. On va chercher le document qui se trouve sur mon disque ici. Hop là, je le rajoute là. Donc, voilà. Donc, voilà le contrat à signer. Donc, j'ai évidemment produit au format PDF, puisqu'on ne peut déposer que du fichier PDF sur la plateforme. Donc, d'ores et déjà, on voit que la plateforme a identifié l'adresse postale. Tiens, l'adresse email, la voilà, puisque je vous rappelle qu'on va initier l'échange avec le collaborateur. En l'occurrence, c'est un collaborateur. On va l'initier par un envoi d'un email. Donc, il est important finalement de faire figurer l'email. Alors, regardez, pour tracer la zone, très simple. Rien de plus simple, je définis la zone, je dis qu'il s'agit de l'adresse email et je réponds OK. Voilà, donc là, il s'agit de l'adresse email. Ensuite, avec ce contrat de travail, il peut être pertinent de faire transiter des documents complémentaires. D'accord? Des documents complémentaires que l'on a distingués entre les documents secondaires et les documents joints. Alors, les documents secondaires, ce sont des documents qui vont être embarqués dans la signature du contrat, embarqués dans le document principal. C'est-à-dire qu'ils vont être fusionnés et ils vont être signés. Alors, typiquement, dans le cas du RH, on pourrait identifier qu'il s'agit là du règlement intérieur, par exemple. Donc, le règlement intérieur qui doit être, finalement, il est lié au contrat de travail. Et donc, ça peut être intéressant de le joindre avec le contrat de travail, par exemple. Ça peut être, dans le cas de la signature d'un devis, pourquoi pas, de joindre les CGV avec le devis. Donc, tout ça, ça va être fusionné pour permettre une signature globale. Et ensuite, on a des documents joints. Donc, des documents joints qui pourraient être, je ne sais pas, tout type d'informations pour informer un collaborateur du détail de la mutuelle, de la couverture de la prévoyance. Dans le cas d'un devis, ça pourrait être, je ne sais pas, avoir un bon d'achat, je ne sais rien, un document, d'accord, qui ne, pour le coup, lui ne va pas être signé, il va transiter de façon parallèle avec le document principal.
Alors justement, au niveau de ce document principal, on va cadencer, ensuite on voit qu'on a un petit bouton 1, 2, 3, on va tous les passer. Donc le destinataire, le voilà, donc je vais créer mon destinataire ou aller le chercher dans la liste des destinataires. Donc il se trouve que je n'ai pas de destinataire qui porte Jean Pousse, je vais créer un nouveau destinataire, d'accord, et ce destinataire va être créé tout simplement par le biais de la lecture des zones sur le PDF. Donc ce destinataire, je le rattache à un compte émetteur, je lui attribue un identifiant. Et oui, l'identifiant est nécessaire pour valider l'unicité de ce tiers, de ce contractant. D'accord. Donc là, je vais lui donner un petit nom pour justement gérer cette unicité. Vous voyez, la plateforme a identifié un certain nombre de choses, l'adresse, tout a été fait. Donc, et je crée et j'enregistre mon destinataire. En l'occurrence, les points 3 et 4 et 5 sont la mise en œuvre du process au niveau du workflow. Alors regardez, au niveau du valideur, on va trouver ici la liste des utilisateurs, du moins des opérateurs, qui ont la capacité de valider. D'accord. On retrouve ici le valideur, le nom contrat valideur. Alors moi, je vais faire le tout. Je vais valider, je vais aussi signer, d'accord, au sein de l'entreprise. Et ensuite, je vais choisir le service de signature. Quel est le service de signature que je vais utiliser? Est-ce que c'est un simple OTP, un double OTP, sans OTP? Allez, on va faire avec ici un OTP. Je vais distinguer, je vais associer un petit commentaire. Donc, c'est le CDI de Jean Pousse. Et je vais même assortir ce document, le document, l'échange, avec un mot de passe, avec un message personnalisé. Merci, Jean, de signer le document sur lequel le document est joué. Allez, ça suffit. Alors, en bas, plusieurs boutons. Soumettre validation, valider, enregistrer, annuler. Alors, vous imaginez bien que si j'avais un workflow entre un valideur et un signateur, c'est important de bien identifier ce qu'on veut faire. D'accord. Il se trouve que là, j'ai toutes les missions. Donc voilà pourquoi j'ai tous les boutons. Si je n'étais que préparateur, j'aurais le bouton enregistrer uniquement et je pourrais aussi éventuellement le mettre en validation, c'est-à-dire que le soumettre au valideur. Donc c'est ce que je vais faire directement par l'action que je vais mener. Allez, je valide. Alors, il se trouve que je suis sur une plateforme de démonstration. Le fait d'avoir cliqué sur validation met en circulation auprès du destinataire le document, d'accord, auprès du collaborateur. Je mets le document en distribution parce que je l'ai validé. Évidemment, cet écran, vous ne l'avez pas sur la plateforme de production, bien évidemment. Allez, hop. Je confirme que le contrat va être validé et le workflow de signature initié. C'est parti. Donc là, j'ai mis en circulation le document auprès de mon destinataire qui s'appelle Jean Pousse. Voilà. Donc là, je vais simplement attendre que le process s'opère et que Jean Pousse finalement fasse le boulot, puisque lui maintenant, c'est à lui de faire le boulot. Alors justement, je vais m'appeler Jean Pousse et je vais pouvoir ici m'y connecter. Ah, si je mets pas la bonne orthographe, ça va pas le faire. Outlook. Voilà. Alors, Jean Pousse, qu'est-ce qu'il reçoit, notre ami Jean Pousse? Notre ami Jean Pousse, il reçoit un email qui l'informe de ce qu'un document doit être signé. Voilà. Le voilà. Bonjour Jean Pousse. D'accord, vous propose de signer électroniquement. Vous pouvez changer évidemment le contenu, le fond et la forme de ce document. Mais en tout cas, Jean Pousse est invité effectivement à consulter et signer le contrat. Faisons l'opération au préalable, déconnectons-nous, puisque évidemment, ce sera plus clair. Allez, donc Jean Pousse arrive sur cette visionneuse, d'accord, visionneuse sur laquelle il peut évidemment faire plusieurs traitements. Déjà prendre connaissance des documents qu'on lui a demandé de signer. Il va pouvoir les télécharger, peut-être pour les imprimer, les annoter, les relire à tête reposée sur du papier. En tout cas, il a possibilité de traiter toutes toutes les opérations qu'il a à réaliser. Alors, on a retrouvé ici les tampons qui sont vierges aujourd'hui et on a le règlement intérieur qui s'est fusionné avec le contrat. Vous vous rappelez, j'avais le document principal et le document secondaire, donc on les a fusionnés et donc ce sont bien ces deux documents que l'on souhaite faire signer.
Donc, il peut télécharger le document, je vous l'ai dit, et puis surtout, il peut signer évidemment le document ou éventuellement le refuser. Je ne suis pas d'accord, donc il dit non, je ne suis pas d'accord sur le contenu du document que vous m'envoyez à signer. Donc là, en l'occurrence, il va signer et la signature va déclencher un process où il va devoir s'identifier sur la signature ici. Alors, notre signature qui peut être liée, on le voit ici par le nom et le prénom de la personne. Je peux effacer la signature. Je peux utiliser une image de la signature que j'aurais stockée sur ma machine. Je peux générer la signature. Je peux compléter par un gris-gris ici, mon gris-gris qui est positionné ici. Donc, vous voyez, rien de plus simple, ni de très compliqué pour que Jean Pousse puisse apposer sa signature. Et là, Jean Pousse va obtenir son code de signature. L'obtention de ce fameux OTP, One Time Password, s'effectue par la saisie d'un numéro de téléphone portable. D'accord? Donc, en l'occurrence, je mets mon téléphone, je me saisis de mon téléphone et je demande à recevoir le fameux message. Voilà. Allez, hop. Le numéro est arrivé. Donc, 177 699. Donc, ça, c'est le code à usage unique que j'ai reçu sur mon téléphone. Et le collaborateur, le destinataire, va pouvoir signer. D'accord? Alors, Lise me demandait si on limitait le fonctionnement de la signature au contrat de travail. Pas du tout. Ça peut servir sur tout type de contrat, de partenariat avec un client et des fournisseurs, etc. Un agent commercial, je ne sais quoi. En tout cas, la plateforme peut permettre de collecter la signature, quel que soit le type de document. Donc voilà, le document a été apposé sur le contrat, mais pour l'instant, j'allais dire que la signature, elle n'est pas complètement ficelée, puisque le signataire n'est toujours pas intervenu. Alors, le signataire, justement, c'est le boss, c'est le grand chef. Lui, il peut être signifié, vous voyez, le boss, si je peux dire, le signataire reçoit, d'accord, reçoit un email lui disant, ben, il faut signer un contrat. C'est le CDI de Jean Pousse, vous devez le signer. Alors évidemment, ce contrat se retrouve ici aussi sur la plateforme, donc le signataire, ayant accès à la plateforme, va retrouver, d'accord, va retrouver le contrat ici au niveau du suivi des envois, suivi des contrats. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce contrat, il a été signé par notre ami Jean Pousse, donc il a le petit V de la signature. Et par contre, le signataire au sein de l'entreprise, quant à lui, n'a pas fait son job. Donc, la signature n'est pas parfaite, n'est pas complète. Évidemment, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être quelques jours après avoir initié le mail de signature auprès de Jean Pousse. S'il n'a toujours pas signé, on va pouvoir le relancer. D'accord? Le petit bouton ici permet de relancer la signature. Vous remarquerez que c'est une relance manuelle. Donc, il faut faire l'action de relancer automatiquement le collaborateur qui n'a pas apposé sa signature. Mais ça permet de remettre en circulation le document pour que le collaborateur ou le fournisseur ou le partenaire puisse apposer sa signature. Là, en l'occurrence, le signataire, qu'est-ce qu'il a? Il a un petit crayon qui va lui permettre de signer, d'accord, de signer le document. Alors, ce signataire, il accède à la visionneuse, d'accord. Lui aussi peut le télécharger parce qu'il peut engager sa responsabilité en tant qu'entreprise, d'accord. Et puis, il dit non, je ne suis pas d'accord, oui, je signe bien évidemment le document. Donc, pour signer, d'accord, si on avait fait un double OTP, le fait de signer ici, il aurait eu obtention du code lui aussi. D'accord, il y aurait un écran qui, comme tout à l'heure, on l'a vu pour Jean Pousse, pourrait tout à fait être utilisé pour collecter le code OTP envoyé par SMS. Donc l'individu signe ici et il signe le document en tant que signataire. Donc là, le document est totalement signé. On va voir tout à l'heure que Contralia, c'est l'organisme qui valide l'aspect juridique de la signature. Eh bien, le document, il est totalement signé par les deux parties. Bien évidemment, vous imaginez qu'on a informé Jean Pousse. Et oui, Jean Pousse est informé de ce que son document a bien été signé. Le voilà, un écran qui dit « Je peux télécharger mon exemplaire ». Donc, Jean Pousse accède à son document signé. Vous remarquerez, on va y aller tout de suite, que sur le document lui-même, on va retrouver les tampons qui ont été positionnés avec le détail des trois signatures, donc celui de Jean Pousse, celui du destinataire, celui de l'émetteur, et de DocaPost qui va ficeler, j'utilise ce terme de ficeler, par un dossier de preuve, puisque
la poste, là en l'occurrence DocaPost, va conserver le dossier de preuve qui va être composé du document, qui va être composé de l'horodatage de la signature de Jean Pousse et de l'OTP associé, et de l'horodatage de la signature du signataire au sein de la plateforme, au sein de l'entreprise. Donc on a bien l'ensemble des acteurs. Notre ami, le collaborateur, peut télécharger le document, mais mieux, il peut le déposer sur Digipost. Bien évidemment, n'oublions pas que la plateforme propose cette possibilité de traiter les bulletins de salaire et de les déposer sur Digipost. Donc, dans le cas d'un contrat de travail, d'un avenant, c'est pratique de pouvoir directement déposer dans son coffre Digipost. Je vais télécharger le document, moi j'en pousse, pour y accéder. Donc, j'ouvre le PDF, voilà. Et le PDF, le voilà, donc c'est le document signé. Alors, comment voit-on que ce document il est signé? Donc en haut, on a une signature au moins présente un problème, on a le panneau des signatures. Donc ce panneau des signatures, en fait, qui est accessible de diverses façons, soit en se rendant sur le pied du document, vous voyez, où je retrouve les signatures. Quand je clique sur signé par Jean Pousse, en cliquant là-dessus, j'ai accès à la propriété de la signature. Donc propriété de la signature qui atteste du caractère horodaté et légal de la signature de Jean Pousse. D'accord? J'accède aussi au certificat de l'entreprise qui a signé. Donc, vous voyez, c'est DocaPost via sa filiale Certinomis qui a ficelé, qui a signé le document. Donc, on a finalement plusieurs intervenants sur cette signature. Donc, on a le destinataire, on a l'émetteur du document, pareil, lui aussi où la signature est accessible. On a Contralia avec le caractère légal qui atteste de ce caractère unique et signé. Ce panneau des signatures est accessible aussi à gauche et on retrouve ici tous les acteurs. Et un acteur auquel on ne pense pas, c'est l'acteur d'horodatage puisque le document il est horodaté, d'accord, de façon certaine, et la date et l'heure sont clairement scellées avec le dossier de preuve qui est directement accessible dans le PDF. Voilà. Ce document, bien évidemment, est accessible aux deux parties. D'accord, il est accessible à Jean Pousse, on l'a vu par le téléchargement. On va voir aussi que l'entreprise, bien évidemment, peut télécharger le document, puisque c'est tout l'enjeu de pouvoir ici, via le consultation, de pouvoir consulter le document et de le télécharger là aussi pour le mettre soit sur le réseau local, d'accord, ou soit le mettre dans un dossier, ou pourquoi pas le mettre dans le coffre-fort. D'accord. Alors, une question qui m'est posée par Nicolas. Merci Nicolas. Donc, il me demande le devenir de ce document sur la plateforme TED. Donc, je rappelle à tous que la plateforme n'a pas vocation à stocker les documents. On n'est pas des tiers archiveurs. On n'archive pas, c'est pas notre métier. Il y a des gens qui font ça très très bien. L'idée, donc, c'est une plateforme qui a permis de mettre en relation un émetteur et un destinataire. Donc, notre plateforme a vocation vraiment à être le point de rencontre de ces deux parties, sachant que chaque partie doit collecter le document et en faire ce qu'elle en veut. Donc, ce n'est pas notre mission que de stocker. L'idée, une fois que le document est signé, on le télécharge et on va le stocker, soit dans le réseau local, soit on peut l'archiver en coffre-fort. Alors, la difficulté en coffre-fort par rapport aux données RH, si on est vraiment dans ce périmètre RH, je crois qu'il est une règle qui établit que les documents contractuels sont à conserver 5 ans après la date de fin d'exécution du contrat. D'accord? Quand on signe un CDI, combien de temps le garde le contrat? 5 ans? 10 ans? 15 ans? 20 ans? On ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas lorsque la personne va partir, puisque il faut les garder jusqu'à 5 ans après la date de départ. Donc, stocker le document dans un coffre-fort, je ne sais pas, ça se discute puisqu'on ne sait pas quelle est la durée. Et puis si la personne reste un an et que le contrat, je l'ai mis pour 50, bon, voilà. C'est la question qu'on peut se poser. Dans tous les cas, le document doit être extrait de la plateforme et être rangé par l'entreprise où elle le souhaite. Pareil pour le collaborateur ou le signataire ou le destinataire qui, lui, doit absolument récupérer le document pour en faire ce qu'il en veut. Alors, autre question. Merci Bruno. Alors, une question de Bruno. Tac, tac, tac. Alors, Bruno me pose une question. Peut-on ajouter des champs de saisie pour le destinataire? D'accord? Donc, c'est au moment de la signature, on pourrait demander au destinataire de compléter, je ne sais pas, en attestant de quelque chose ou en disant, voilà, etc. Donc, c'est en cours.
Donc là, on voulait vous présenter la V1, la version 1 de cette plateforme qui, comme je l'ai dit, va s'enrichir de fonctionnalités qui vont arriver au fur et à mesure du temps qui passe. On a les équipes de développement qui sont déjà sur le pont pour développer, pour enrichir l'offre avec des fonctionnalités. Et en l'occurrence, Bruno, pour ajouter des documents, pour ajouter de la saisie au niveau du signataire. Pas du signataire, mais du destinataire, pardon. Oui, c'est possible. Hervé, une question tout à fait pertinente. Hervé me pose la question, que faisons-nous? Est-il possible d'utiliser un autre de nos outils qui s'appelle TAI pour alimenter la plateforme TED? Oui, Hervé, d'ici peu va apparaître un connecteur au sein de TAI qui fera le lien entre une impression en masse depuis un ERP par exemple et une mise à disposition des documents sur TAI. Oui, ça va être déployé rapidement dans les semaines à venir. Donc cette fonctionnalité de mettre en lien deux de nos applications phares, donc TAI, traitement automatique des impressions, et TED, notre plateforme. Gilles me demande s'il y a un ordre précis dans l'ordre des signatures. Alors aujourd'hui, effectivement, on procède à la signature du destinataire, donc le destinataire signe, puis au sein de l'entreprise, donc c'est le signataire de l'entreprise qui finalement a le dernier mot. Donc ça, c'est un choix qui a été opéré par nos équipes en charge du produit. Donc, on peut envisager effectivement d'autres mécaniques pour faire signer d'abord l'entreprise puis le destinataire. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on a le valideur qui atteste de la validité, forcément, c'est son job. Et puis, on envoie un mail au destinataire qui va se charger, lui, de signer. Et après, dans l'entreprise, c'est le signataire qui s'occupe de finaliser le tout. Alors, tac, tac, tac. Alors, je continue. Donc, Hervé, je t'ai répondu. Alors, concernant les multiples articles, donc ça c'est Jérôme. Merci Jérôme pour ta question. Donc effectivement, c'est de pouvoir utiliser plusieurs signataires, hein, d'accord, le manager 1, le N+2 qui valide, etc. Donc là, encore une fois, c'est dans les tuyaux, c'est en cours de développement. On est là, je le répète, sur une V1 qui permet de mettre en œuvre une simple signature des deux parties, donc au niveau de l'émetteur et au niveau du destinataire. Bien évidemment, ces fonctionnalités vont arriver dans les semaines et les mois à venir et permettre de collecter la signature de plusieurs multipartites. On a eu le cas l'autre jour avec un lycée qui faisait signer des conventions de stage. Il y a trois parties. Il y a le lycée, il y a l'étudiant et il y a l'entreprise. Donc là, voilà, il faudra mettre en œuvre ce type de signature, bien évidemment. Alors, je continue. Donc Dominique, donc je t'ai répondu. Le modèle économique, alors le modèle économique, c'est de la facturation à l'usage. Donc ça, ce n'est pas l'enjeu de ma réunion de ce matin, tout simplement. D'accord. Bruno, pour la signature multi-signature, je ne sais pas te répondre par rapport à la roadmap du service développement, mais ça, je pourrais te répondre et revenir vers toi pour te donner une information précise. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère qu'elle vous a convaincu par sa simplicité, son intégration avec un système qui existe déjà, qui est la plateforme pour le traitement des bulletins de salaire et des factures, qui peut être complémentaire, qui peut fonctionner pour tout type de documents, qui est simple dans sa mise en œuvre. Donc, on le voit très bien par le paramétrage que je vous ai présenté. Donc, c'est quelque chose qui peut aller très, très vite et qui est rapidement et efficient. D'accord. Pas de flux généré inutilement. On est bien sur une consommation à l'usage. On est bien sur une signature et comptabilisée dès lors que toutes les parties ont signé. D'accord. Donc, si une partie signe et l'autre ne veut pas signer, la signature n'est pas complète. Donc, on en reste là. Donc, vraiment quelque chose de très facile à mettre en œuvre et de très simple à manutentionner et à mettre au service des clients et au service, bien évidemment, des services RH ou autres. Voilà. Donc, merci à toutes, merci à tous. Bonne fin de journée. À très vite, certainement pour de nouvelles fonctionnalités qui devraient arriver sur cette super plateforme. Merci à tous. Au revoir.